Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur votre chaîne, c'est moi Hassan Channel. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie 3 sur 4 des reportages, le parcours d'un roi, le Maroc de Mohamed VI. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas, de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et amis. Merci et on va se voir au résumé. Au revoir. La Tunisie. Au Maroc, le mouvement du 20 février précipite dans la rue des milliers de personnes qui se révoltent contre les élites et la corruption. On attend plus de liberté, plus de possibilités d'émancipation, si vous voulez, plus de possibilités d'être citoyen. On n'a pas eu cette occasion-là. Nous sommes là pour une démocratie réelle, pour une séparation réelle des pouvoirs, pour un pouvoir du peuple qui émane du peuple, pour une véritable démocratie. L'onde de choc propulse au gouvernement le parti Justice et Développement, gagnant des élections législatives en 2011. Le PJD se définit comme un parti islamiste modéré. Ça fait plus de 15 ans que le PJD est sur la scène politique nationale à travers le Parlement et les communes et les positions politiques qu'il n'a pas cessé de prendre. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter la confiance que le peuple marocain nous accorde, c'est tout. PJD, d'ailleurs, une petite comparaison qu'on peut faire qui est intéressante, c'est un peu comme Front National et Rassemblement National. Front National, Jean-Marie Le Pen, fondé par des nostalgiques du nazisme, etc. Le PJD vient d'une matrice de ce type extrémiste, qui ensuite a évolué pour essayer de se rendre présentable. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu en début d'après-midi à Midelt M. Abdelillah Ben Kiren, secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, que le souverain a nommé chef du gouvernement conformément aux dispositions de la nouvelle constitution et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Contre toute attente, Mohamed VI décide de laisser le PJD gouverner. Moment de faiblesse ou tactique de long terme? C'est pas du tout la volonté du roi que de travailler avec des gens comme ça. Bon, pas du tout cette volonté. Il n'a aucune appétence pour... De toute façon, pour le roi, la religion est importante, mais il se méfie beaucoup des religieux, des entrepreneurs en religion. Et tous ceux qui flirtent avec, Ben Kiran, son successeur Othmani, mais il a cohabité 10 ans avec eux. Certains, au Maroc, notamment des ministres en vue du gouvernement, des proches du palais, s'attendaient à ce qu'ils ne respectent pas le résultat des urnes. Et bien, ils ont été surpris. Tant qu'il y avait cette possibilité aussi de faire des coalitions et d'insuffler des partis proches du palais dans une coalition avec les islamistes, ils savaient que la situation resterait sous contrôle et que les grandes politiques publiques qu'il avait décidées, qu'il avait initiées, notamment les grands chantiers d'infrastructure, les grands chantiers de libéralisation, les grands chantiers de développement économique, pourraient se poursuivre. L'impulsion, elle est avant tout royale. Néanmoins, les islamistes ne restent pas inactifs. Ils remettent en cause des avancées sociétales, en particulier concernant les femmes. Le printemps arabe arrive et mène au pouvoir le PJD et des conservateurs qui n'ont guère envie d'octroyer des droits aux femmes marocaines. Pour citer l'ancien ministre du PJD, un lampadaire au sein des maisons. Donc l'espèce de lumière, mais lumière statique. On a donc perdu près de 10 ans où absolument rien ne s'est passé. Désormais, le modèle de l'islam à la marocaine est menacé. Deux visions s'opposent. Encore une fois, le roi évite la confrontation directe, mais en coulisses, reste à la manœuvre. Le parti Justice et Développement, quand je me suis rendu la dernière fois au Maroc, il était encore, j'allais dire, à la tête du gouvernement. J'ai vu un parti qui certes défendait un certain nombre d'orientations que je ne partageais pas, mais qui en même temps était ouvert au dialogue. Et puis il y a eu l'alternance démocratique. Et cette alternance démocratique, je pense qu'elle montre une évolution et une forme de maturité de la vie politique marocaine. Fait rare dans le monde musulman,
Les islamistes sont chassés du pouvoir en douceur, par les urnes en 2021. Depuis, le PJD est devenu une simple composante de la vie politique marocaine. Après 10 ans de cohabitation avec les islamistes, le commandeur des croyants est sorti renforcé de cette épreuve. La qualification du Maroc pour la demi-finale du mondial au Qatar en 2022 est l'un des temps forts de cette compétition. Cette performance n'est pas un simple exploit sportif, mais l'aboutissement d'une stratégie décidée au sommet de l'État. Le roi a mis en place, avec toute une équipe, un plan dès 2008 pour le développement du football dans le royaume, avec une véritable réflexion et une construction pour aboutir à des résultats qui ne doivent pas être des exploits isolés. Grosse politique de formation des jeunes à travers tout le pays. La construction d'un centre d'entraînement top niveau, à la hauteur de ce qui se fait dans tous les plus grands pays de football. La mise en place d'un championnat qui est le meilleur championnat d'Afrique. L'organisation pour toutes les catégories d'âge de plein de matchs amicaux sur tout le continent. Mohamed VI a compris que le football était un vecteur d'influence sans pareil dans le monde. Donc, rapidement, il s'est dit, il faut que les résultats de l'équipe nationale soient à la hauteur de nos ambitions. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur les meilleurs joueurs marocains qui font les beaux jours des principaux clubs européens. Il y a une vraie politique, la même politique qu'il a eu aussi dans d'autres domaines sectoriels. On fait revenir les meilleurs ingénieurs, on va à la City de Londres pour faire revenir des financiers aux États-Unis. Et bien on va appliquer la même politique dans le domaine du sport. Le parcours des Lions de l'Atlas déclenche une ferveur dans le monde arabe et en Europe. Le peuple réalise qu'il peut gagner, qu'il peut avoir des passions positives, qu'il n'a pas besoin d'être contre quelque chose ou trouver un ennemi à tout prix. Il faut savoir que pendant le printemps arabe, les chants populaires de foot au Maroc sont de l'ordre de la critique du gouvernement, de la souffrance des populations, du chômage, et donc il y a quelque chose d'extrêmement négatif. Ce tournant vient, par la chanson notamment, raconter une nouvelle histoire du Maroc. Un Maroc qui gagne, un Maroc qui n'a plus honte d'être qui il est, un Maroc qui, quand il travaille en équipe et travaille dur, peut arriver à des sommets. Grâce au football, le Maroc renforce sa dimension internationale. Rabat va marquer de nouveaux buts en organisant la Coupe des Nations en 2025 et en co-organisant la Coupe du Monde en 2030. Pourquoi les pays émergents, surtout les plus riches, veulent organiser des compétitions, que ce soit pour le football, pour les Jeux Olympiques, pour toute autre compétition? Parce que c'est un facteur d'influence. Donc le Maroc a raison d'être présent sur, si je puis dire, sur ce marché de la compétition sportive. Et moi, je ne veux pas que ce soit toujours les mêmes grands pays, souvent qui ne sont plus occidentaux d'ailleurs, les mêmes grands pays qui organisent les grands événements. Et compte tenu des résultats sportifs du Maroc, vous avez parlé du football, mais il n'y a pas que le football, le Maroc a des qualités à faire valoir. Combien de pays auraient été capables aujourd'hui de séduire la FIFA pour faire partie d'un pôle d'organisateurs comme ça va être le cas pour la Coupe du Monde 2030? Je ne crois pas en fait. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Hein. Les paysages oniriques de Ouarzazate et ses environs fournissent un décor idéal pour des tournages de films et de séries au retentissement mondial tels que Games of Thrones. Le soft power du Maroc investit aussi le terrain culturel. C'est une politique qui a été mise en place il y a déjà de nombreuses années, avec succès. Il y a des blockbusters qui sont tournés au Maroc chaque année. Naturellement, quand les films sont beaux et que les paysages qui sont montrés sont agréables, ça peut avoir ce supplément d'âme, ce supplément d'intérêt du public qui regardera ces films pour le Maroc, et ça doit naturellement générer du tourisme. Le tourisme aujourd'hui est un élément fondamental dans le soft power du pays, et
On le voit très souvent, puisqu'une bonne partie des 14,5 millions qui nous ont visités l'année dernière étaient pour la première fois leur visite au Maroc. Et pour certains, c'est leur premier contact avec le pays. Et il n'y a pas plus fort qu'un contact de visite, d'un contact de voyage. Et on apprend mieux le pays, on apprend mieux la population, on connaît mieux le Maroc et les Marocains. Et pour nous, dans notre approche générale sur la promotion du tourisme, c'est aussi une des manières aussi de doter le pays d'un outil de soft power. Ces résultats dans le domaine de l'influence créent un climat favorable aux objectifs géopolitiques du royaume. Un mois après le tremblement de terre de Marrakech du 8 septembre 2023, le Maroc organise les assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI dans la ville même du séisme. Une prouesse technique et politique exigée par le roi Mohamed VI, qui veut une démonstration de force. Bruno Le Maire, alors ministre français des Finances, a participé au sommet. Vous avez tous les États membres du FMI, vous avez les pays du G7, les pays les plus riches de la planète, vous avez tous les pays du G20. Donc ce sont des moments extrêmement importants, pas simplement du point de vue économique et financier, mais aussi du point de vue politique. Je me suis battu aussi pour que ce soit maintenu, très franchement, en discutant avec nos partenaires européens, partenaires du G7, pour dire qu'il faut que ça ait lieu à Marrakech. C'est symbolique, c'est très important. Adossé à un événement international d'une telle ampleur, Mohamed VI peut déployer ses canaux diplomatiques. Sur l'échiquier politique international, le Maroc, avec son roi Mohamed VI, est aujourd'hui un acteur puissance. Il se perçoit comme une puissance africaine et il vise également à contribuer à certaines grandes initiatives internationales. Aujourd'hui, on est sorti d'un Maroc qui a simplement 2 alliés et regarde principalement Paris ou Washington, mais on a un Maroc qui parle à la Chine, à Jérusalem. Donald Trump a annoncé ce soir la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Le président américain a précisé qu'il reconnaissait par ailleurs la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé du Sahara occidental. Le Maroc est le 4e pays du monde arabe à reprendre ses relations avec Israël sous l'impulsion des États-Unis. Donc le Maroc savait qu'avec la normalisation de cette relation, il pourrait aspirer à devenir une puissance régionale et à, pour le dire très simplement, à jouer dans la cour des grands. Et d'ailleurs, quand le conflit a commencé entre le Hamas et Israël, le Maroc a été sommé en interne par une partie de son opposition de rompre ses relations, et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que les accords au plan économique et au plan stratégique était beaucoup trop important. Le lien et l'aboutissement via cet accord d'Abraham est un lien, en tout cas perçu et analysé au Maroc, comme avant tout un lien de peuple à peuple, émotif, culturel, parce que le Maroc se considère comme un pays africain, musulman, juif, berbère. Cette évolution se déroule sous la houlette de l'imprévisible président américain Donald Trump, qui propose un deal surprenant. Les États-Unis et Israël adhèrent à la marocanité du Sahara en échange de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et l'État hébreu. Cette normalisation s'est réalisée de manière transactionnelle. C'est-à-dire, il s'agissait d'une reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara occidental. C'est un pays clé, en effet, dans les relations internationales, les États-Unis, contre cette normalisation. Le roi a placé la question du Sahara au cœur de sa vision stratégique. Désormais, ses partenaires privilégiés dans le monde sont les nations qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. Il sait très bien que si la monarchie abandonne le Sahara, la monarchie ne tient pas. C'est une des choses cardinales sur lesquelles repose la monarchie, c'est l'intégrité territoriale, Sahara compris. Donc ce serait impardonnable, le roi ne peut pas faire ça. Donc il a évidemment pris ça en compte, il y a sa conviction personnelle. Et ensuite, il a posé de manière maintenant de plus en plus précise quelque chose de très simple. Soit effectivement vous êtes avec moi, soit vous n'êtes pas avec moi. Environ 80 pays membres de l'ONU se rangent à la position de Rabat. Il s'agit maintenant pour le Maroc de rendre irréversible ce processus sur le terrain. Le roi lance de grands travaux d'équipement.
Je pense que ce qui est important en termes d'économie, ce sont les investissements que le Maroc n'a cessé de faire dans ces régions. Les infrastructures sont impressionnantes. Le Maroc a investi dans les routes, dans les autoroutes, dans les aéroports. Quand on compare les investissements qui sont totalement financés par l'État, elles sont totalement en faveur des populations. Le secteur du tourisme est lui aussi enrôlé pour promouvoir la cause. On est dans un tourisme atlantique, dans un tourisme sahraoui, dans un tourisme hassani, avec une forte composante culturelle. Et aujourd'hui, si je donne l'exemple sur le marché français, on a 3 vols hebdomadaires directs entre Paris et Dakhla. Et c'est une formidable chance pour nous de partager aussi cette destination qui est formidable et qui fait partie de nos challenges sur les destinations monde qu'on est en train de développer aujourd'hui vers le marché français et vers l'ensemble du monde. Cette stratégie est sous-tendue par la rivalité historique entre les deux frères aînés. À suivre, la prochaine vidéo sera la 4/4, le parcours d'un roi, le Maroc de Mohamed VI. Rebonjour, voilà le résumé de la partie 3/4 des reportages Le parcours d'un roi, le Maroc de Mohamed VI. Le parcours de Mohamed VI est marqué par des événements politiques et sociaux significatifs au Maroc, notamment le mouvement des 20 février qui a révélé un désir de démocratie, de lutte contre la corruption. Le Parti de la Justice et du Développement, PJD, un parti islamiste modéré, a pris le pouvoir en 2011, mais sa cohabitation avec le roi a été complexe. Bien que le roi ait permis au PJD de gouverner, il a maintenu le contrôle sur les grandes politiques publiques. Le PJD a été critiqué pour son manque d'avancée sociale, notamment en ce qui concerne les droits des femmes. En 2021, le PJD a perdu son pouvoir, devenant une simple composante de la vie politique marocaine. Parallèlement, le roi a mis en place une stratégie de développement de football qui a culminé avec la qualification du Maroc pour la demi-finale de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, renforçant ainsi l'image des pays sur la scène internationale. Le Maroc a également cherché à diversifier ses relations diplomatiques, notamment en normalisant ses relations avec Israël, ce qui a été perçu comme un moyen d'affirmer sa position régionale. La question des Sahara marocains reste centrale dans la stratégie des rois, qui a investi dans des infrastructures pour soutenir le développement économique de cette région. Le Maroc s'affirme ainsi comme un acteur clé sur la scène internationale, cherchant à renforcer son influence à travers le sport, la culture et le tourisme. C'est la fin du résumé. Je vous souhaite une bonne journée, merci et à la prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et amis. Toujours activer la cloche de notification pour savoir les prochaines vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.